cette conférence, c'est quelque chose que j'ai créé il y a 1 an à peu près pour une grande entreprise française qui voulait parler de management à la fin d'une journée de séminaire à un public qui était très hétérogène. Tout le monde n'était pas manager. Or moi, c'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, mais d'habitude, je travaille plutôt avec des dirigeants et des managers. Toujours est-il que et du coup j'ai choisi de prendre le propos inverse et de me mettre à la place finalement du collaborateur qui trouve que son chef est nul et d'essayer de comprendre ce qui peut amener ça et voir comment on peut dépasser cette image d'Épinal pas forcément très positive qui est magnifiquement illustrée dans ce dessin humoristique et qui dit que le système hiérarchique, c'est une pyramide où effectivement celui qui est au-dessus regarde en bas et voit un tas de merde, et ceux qui sont en dessous lèvent la tête et ne voient que des trous du cul. Donc on va essayer de dépasser cette représentation super négative et d'aller comprendre comment on peut améliorer les relations dans l'entreprise, et donc comment, quand on est simple salarié ou manager, eh bien, on peut éventuellement améliorer ses relations avec son boss, ce que j'appelle manage ton boss. Petite mise à distance, il y a très très peu d'idées originales dans cette présentation. C'est plus une synthèse et une concaténation de plein de sources. On le verra tout à l'heure, notamment Peter Drucker, qui est un auteur que j'adore et qui m'inspire beaucoup, mais également un chef d'entreprise du Nord qui s'appelle Cédric Vatine, dont je suis personnellement fan, qui fait depuis 2009 des podcasts sur le site, puis sur Apple Podcast ou Android, enfin toutes vos plateformes de podcast habituelles. Ça s'appelle Outils du Manager, et il y a un site outildumanager.com, et depuis peu il fait également des vidéos, des formations, bref, c'est quelqu'un qui est très prolifique et dont j'aime beaucoup les contenus et les idées, dont je me suis beaucoup saisi et servi dans mon entreprise, ce qui m'a permis de le reconnecter à tous les autres travaux que nous on mène dans les organisations. Voilà, donc j'ai beaucoup pompé et peut-être que si j'ai amené quelque chose, c'est plus dans le lien ou dans la mise en scène de toutes ces idées. Donc tout ça pour dire finalement n'ayez aucun complexe à appliquer la totalité de ce que je vous raconte, à vous le réapproprier, à le re-raconter à côté. C'est pour la bonne cause, ça sert le progrès du management dans les entreprises, et je me sentirai pas du tout spolié puisque j'ai moi-même tout piqué. Alors, deux petits mots pour vous expliquer pourquoi, peut-être sans en faire 3 tonnes, pourquoi est-ce que je fais cette conférence sur Manage ton boss ou mon chef est nul. Bon, c'est passé tout seul à la suite, c'est très bien. C'est maintenant l'IA s'est saisi de mon ordinateur et passe les slides à ma place. Mais vous avez peut-être eu le temps de voir que l'obsession de Good, c'est la lutte contre le gâchis dans les organisations, et que on applique à ce problème très prévalent notre savoir-faire d'experts en agilité et en organisation, avec des convictions ou un angle très particulier, parce que nous, on travaille sur l'agilité, bien sûr, des méthodes agiles dans la gestion des projets, et notamment dans les DSI, c'est là d'où on vient, et ça reste peut-être 60-70% de nos activités, mais plus largement, on essaye de déployer l'agilité dans l'ensemble de l'entreprise, avec un prisme qui est ça fait le lien avec la conférence de Sophie, pas celle que vous venez de voir, mais celle de ce matin sur la stratégie de développement durable des entreprises, avec un prisme qui est de développer l'autonomie responsable pour augmenter la capacité de l'entreprise à s'adapter et à être pertinente sur le terrain. Et pour augmenter l'autonomie responsable, eh bien, on a identifié 3 leviers. Le 3e levier,
c'est la courroie de transmission de cette autonomie dans l'organisation, sa mise en cohérence, sa mise en lien, c'est le management. Et c'est exactement pour ça que nous, on travaille énormément à essayer de réinvestir les managers de leur rôle, de leurs outils, et de les remettre en capacité de manager, parce que les changements organisationnels, les injonctions d'autonomie auxquelles ils font face, ils sont souvent coincés entre l'injonction d'autonomie et l'injonction de résultat, eh bien, parfois les paralyse ou les met en incapacité perçue de travailler, et tout le sujet, c'est de revenir en zone où je peux agir. Enfin, aujourd'hui, on est plutôt sur le sujet du collaborateur et du manager, même si vous avez compris que par miroir, cette conférence s'adresse aussi aux managers. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir, alors c'est là qu'on va tester si le chat peut fonctionner. Si vous pouviez me taper quelque chose dans le chat, genre moi par exemple, si vous êtes vous-même manager. Tout fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. En tout cas, j'ai 4-5 réponses déjà pour l'instant. N'hésitez pas à interagir. Ah, c'est marrant, je vois passer les copains. Bonsoir Charles. Bon, pas beaucoup de réponses pour l'instant, mais une petite moitié qui sont managers. Qui est managé du coup? Ah ben, quelqu'un me dit je suis manager d'une seule personne, ça marche aussi. Alors, logiquement, je vois certains qui me disent je suis manager, je suis très mal managé, c'est ma question d'après. Logiquement, vous devriez tous être managés, sauf si vous êtes au sommet de la pyramide hiérarchique ou de la food chain de votre entreprise, puisque très souvent, dans une hiérarchie, vous allez être au milieu de cette fameux poteau télégraphique qu'on voyait tout à l'heure. Effectivement, certains me disent, je suis les deux, manager et manager, puisque être manager, c'est avoir un manager. Et la question, c'est si vous avez un manager, est-ce que vous le trouvez compétent? Est-ce que il, elle est une bonne manager? Oui, non, joker. Oui, compétent. Oui, il est compétent. Très mauvaise manageuse. Il y a aussi Ultra quelques réponses. directive. Il y a aussi quelques réponses dans les questions-réponses. Ah, alors que en fait, j'ai pas un assez grand écran pour afficher Non, pas de les deux problème. Il y simultanément. a Alain qui dit yes, Patrick yes, Juan, voilà, ça interagit aussi. Zora qui confirme que son manager est compétent. Donc ça interagit. Parfait. Là, je vois toujours dans le chat, manager toxique, ultra directive. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti cette réflexion, cette conférence il y a exactement un an. Je la donnais un vendredi. Et le jeudi, les Échos publiaient les résultats d'une étude qui avait été faite en partenariat avec l'APEC par je ne sais plus quel cabinet de recrutement et qui interrogeait les managers et qui leur demandait s'ils avaient l'impression de maîtriser leur poste et d'être plutôt un bon manager ou très bon, ou est-ce qu'au contraire, ils étaient plutôt un mauvais ou très mauvais manager. Eh bien, environ 70% des managers considèrent qu'ils font plutôt bien le job. Et là où évidemment ça se gâte, c'est quand on pose la question aux managers. Et pour le coup, je ne vais pas vous poser la question, parce que c'est
le chat met quand même une certaine inertie dans les questions-réponses, mais vous vous en doutez, la photo n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'environ 30% des collaborateurs trouvent que leur manager est bon ou très bon. Donc ici, on a plutôt une espèce de surreprésentation. J'ai l'impression que c'était à peu près moitié-moitié. Moi, ce qui m'a surtout posé question, je me suis dit, mais compte tenu de la symétrie entre les 70% de managers qui pensent qu'ils sont très bons et les 30%, je me suis dit, mais est-ce que les 30% de managers qui trouvent que leur chef est bon ont un chef qui pense qu'il est bon? Je suis même pas sûr qu'en fait ceux qui sont jugés bons par leurs collaborateurs soient ceux qui se pensent bons. C'est peut-être justement parce qu'ils se pensent imparfaits comme managers qu'ils font plus attention à leur management et qu'ils sont peut-être perçus comme bons managers par leurs équipes. En tout cas, ce décalage de perception, ça m'a rappelé soudainement une vieille pub. Il se trouve, alors je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais en Angleterre à l'époque de mon adolescence et au moment où une campagne de pub était passée à la télé et m'a beaucoup marqué. Et donc, ça m'a fait exactement penser à cette publicité quand je me suis dit, bah tiens, on se dit, mon chef est nul, qu'en est-il vraiment puisque lui trouve qu'il est bon? Ah, j'ai un petit doute. Olivier, est-ce que tu entends le son de la vidéo? Oui, je l'entendais avant que tu fasses pause. Oui, Oui, ça j'avais un fonctionne. doute si j'avais partagé le son de la vidéo en même temps. Ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Alors cette publicité qui était donc pour un journal qui vantait sa ligne éditoriale un peu 360 degrés et je vous donne toute l'information et pas un biais, elle traduit aussi cette idée que on va difficilement être d'accord si on regarde pas les mêmes choses. Et la question du coup ça va être est-ce que c'est mon chef qui a raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison de trouver qu'il est nul ou au contraire qu'il est bon? La question c'est qu'est-ce que ça veut dire être un bon chef ou un bon manager? Si on demande à chacun, on le voit, on n'obtient pas les mêmes réponses. Moi, je suis revenu à quelqu'un qui est fondamental pour moi, Peter Drucker. Ici, on a une couverture, je crois, de Time Magazine des années 90, avec un magnifique survêtement, mais j'aime bien cette photo parce qu'elle remet Peter Drucker en situation. C'est-à-dire que, alors, c'est un petit peu exagéré de dire que Peter Drucker a inventé le management, mais il a inventé au moins le nom et le concept, c'est-à-dire la notion d'étudier qu'est-ce que ça veut dire le management. Peter Drucker, pour ceux qui l'ignorent, a travaillé d'abord comme consultant pour General Motors, dont il a étudié le fonctionnement à l'époque de Sloan, et entre les années 30 et les années 90, consacré 60 ans de sa vie à analyser, décrire, réfléchir à ce que ça veut dire manager une entreprise et se manager soi-même, puisqu'il a évolué après vers aussi comment je peux appliquer ces idées à moi-même, à ma croissance, à ma réussite personnelle et professionnelle. Et j'aime beaucoup Drucker parce que il a une grande clarté d'analyse, il remonte aux fondamentaux et il amène souvent des modèles relativement pédagogiques. En l'occurrence, concernant le management, il explique l'apparition de la fonction managériale au travers de l'évolution et de la croissance de l'entreprise. À l'origine, dit Peter Drucker, il n'y a rien de plus efficace que de faire les choses soi-même. Donc, si je suis entrepreneur, j'ai une idée, je veux la mettre en œuvre et que je suis en capacité de le faire moi-même,
eh bien, ça va être très facile. Je saurai à tout moment où j'en suis. Je n'ai pas tellement de difficulté à me mettre d'accord avec l'autre sur ce qu'il faut faire. Et quand je lui demande de faire quelque chose, il le fait exactement comme j'avais l'intention qu'il le fasse, puisque l'autre, c'est moi. Donc, tout seul, c'est facile. On s'en sort extrêmement bien. Le truc, c'est qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire tout seul, et donc le collectif apparaît à un moment où le projet individuel, le projet entrepreneurial, et par entrepreneurial, je veux dire monter les blues pour l'hôpital, c'est un projet entrepreneurial. Je suis presque sûr que malheureusement il est mort, je peux pas lui poser la question, mais probablement que construire un couple et élever, fonder une famille et élever des enfants, c'est sans doute dans son esprit un projet entrepreneurial. Mais enfin, en tout cas, quand je me décide de me lever, de changer le monde, il y a des choses que je peux faire seul. Et puis à un moment, je me heurte à la limite de mes propres capacités à faire, soit la limite de mes compétences, soit la limite tout simplement de mon temps, de mes ressources, de mes capacités à faire. Donc je vais mobiliser d'autres gens, je vais créer un collectif. Le collectif est une concession aux limites de l'individu, et avec le collectif apparaissent évidemment plein de nouveaux leviers. Je vais pouvoir travailler avec des gens qui ont des compétences qui ne sont pas les miennes, qui ont plus de temps à nous 5 ou à nous 8 que moi tout seul, mais je vais aussi devoir composer avec l'autre. Et du coup, on va devoir prendre du temps pour s'aligner, s'expliquer. Je vais devoir commencer à coordonner le travail des autres, si je suis l'entrepreneur. Et puis, si ce projet réussit, grandit, se développe, il va arriver assez vite, un moment à 15, à 50, à 60, où finalement je ne pourrai plus m'appuyer sur l'organisation relativement organique ou spontanée du collectif, et il va falloir mettre en place des relais et des structures. Je vais faire une simplification de la complexité naissante en spécialisant des gens et des fonctions. C'est un simple problème de coût de transaction, puisque quand on est trois, on a 3 possibilités de combinaison entre nous. Quand on est 4, on en a 6, etc. Le nombre de combinaisons, de relations, d'échanges qu'il faut avoir au sein d'un groupe augmente avec, pas exactement exponentiellement, mais factoriellement avec le nombre de participants. Donc, à un moment, quand la taille de l'organisation grandit, on va la séparer en sous-fonctions. Et puis, on va dire, tiens, vous allez vous occuper de recruter des fonds pour les blues. Vous allez vous occuper de recruter des couturières. Vous allez vous occuper de trouver du tissu. Vous allez vous occuper de la logistique, etc., etc. Et c'est pas si simple. Ça crée évidemment des découpages à l'intérieur de l'entreprise. Alors, évidemment, chaque couturière ne va pas aller discuter avec la totalité des livreurs, des hôpitaux, pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Et on va commencer à créer des silos ou des sous-groupes. Et tous ces sous-groupes, pour que l'entreprise ou l'organisation continue d'accomplir sa fonction, vont avoir besoin de fonctionner en cohérence. Et c'est là qu'apparaît le rôle spécifique de manager, c'est-à-dire de gens qui vont s'occuper de ramener le tout dans la partie ou la partie dans le tout, c'est-à-dire de faire en sorte que le sous-groupe de livreurs viennent chercher les blues au bon endroit et les amènent au bon endroit, que le sous-groupe des couturières de ce territoire-là ait produit le nombre de blouses et qu'elles soient prêtes au niveau de qualité attendu au moment où le livreur vient, etc., etc. C'est ça qui va faire que la somme des sous-groupes de l'entreprise fonctionne comme un tout. Ça a plein de conséquences. La première conséquence, c'est que sur quoi est-ce que le manager est attendu, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'abord sur le fait qu'on peut compter sur le sous-groupe qu'il manage pour produire les résultats attendus.
Tout le reste, c'est de la, j'allais dire c'est de la gnognotte. C'est pas du tout de la gnognotte, mais ça découle de ça et c'est secondaire. Et ce sont tous les autres attentes qu'on a vis-à-vis du manager sont essentiellement des moyens pour parvenir à ce résultat. C'est-à-dire que moi, dans les stages, dans les séminaires que je fais autour du management, j'interroge très souvent les participants en disant qu'est-ce que vous attendez d'un manager et qu'est-ce que fait un bon manager? Ah, il me motive, il m'aide à grandir, il me forme, il m'oriente, il me challenge. Oui, tout ça va être important, mais pourquoi? Pour qu'on obtienne des résultats. Si on fait tout ça pour qu'à l'arrivée, l'entreprise soit pas capable de livrer les blouses à l'hôpital, c'est pas la peine que l'organisation existe, et donc c'est pas la peine que le manager soit là. Donc le manager, il va d'abord être jugé sur sa capacité à délivrer des résultats. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut qu'il délivre ces résultats pas n'importe comment. C'est-à-dire que si je vais m'éloigner 2 minutes des blues pour l'hôpital pour revenir dans un terrain que je connais mieux, si dans une entreprise courante, les commerciaux dont on attend d'eux qu'ils ramènent des projets clients le font n'importe comment, c'est-à-dire en le vendant à des prix auxquels on ne sait pas fabriquer et qui vont être du coup pas rentables, ou en faisant des promesses mirobolantes qu'on ne sait pas tenir et donc qui vont créer un client déçu derrière et des conflits, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on a besoin de pouvoir compter sur l'autre pour produire le résultat, et on a également besoin de compter sur l'autre pour ne pas produire ce résultat n'importe comment, pour ne pas foutre le bordel chez moi. Et donc, dans les deux piliers centraux du rôle du manager, il y a cette orientation de résultat et puis cette orientation sécurité, gardien, qui évidemment va venir s'opposer très souvent à toute la créativité, l'idée, les envies que l'on peut avoir dans l'équipe, soit de développement personnel, soit de nouveaux moyens d'atteindre les résultats. Alors, sécurité, comprenons-nous bien, hein, il s'agit aussi bien, je parlais tout à l'heure du fait que le manager il est à l'interface entre la petite équipe qu'il manage et le reste de l'entreprise au sein de laquelle il représente cette petite équipe et qu'il représente auprès de l'équipe. Du coup, on va toujours trouver dans le job du manager à la fois cette dimension résultat sécurité et à la fois cette dimension entreprise et équipe. Donc, sécurité de l'organisation, les autres équipes ou les autres services peuvent compter sur mon équipe pour ne pas mettre tout le monde en danger. Inversement, je protège aussi mon équipe. Pourquoi? Parce que ces résultats, il ne s'agit pas seulement de les obtenir aujourd'hui, mais il s'agit d'être capable de les obtenir mois après mois, trimestre après trimestre. Et donc, si je les obtiens en détruisant mon équipe ou en tout cas ou en trompant mes clients, bien, je ne serai pas capable de reproduire ce résultat demain ou à un coût qui ne sera pas rentable si à chaque fois je suis obligé de remplacer les gens, de les reformer. Au passage, j'ai lu l'année dernière un bouquin que je trouvais très intéressant de Daniel Linhart qui s'appelle La comédie inhumaine du travail. Alors, à ne pas confondre avec le bouquin de Julia de Funès dont le titre est très proche. Celui de Daniel Linhart qui est un essai un petit peu à charge pour les entreprises et les dirigeants ou les DRH, mais néanmoins argumenté, technique et réfléchi, donc très intéressant à lire. Rappelle son bouquin en fait démonte le mythe du Chief Happiness Officer et du bonheur au travail, mais commence par rappeler l'historique des grosses organisations et notamment le Fordisme. Et j'y ai appris des choses que j'ignorais totalement. Moi, on m'avait appris à l'école ou dans la littérature l'espèce d'image d'Épinal de Ford, le patron éclairé qui paye bien ses salariés pour qu'ils puissent être eux-mêmes clients de ses voitures.
Rien du tout. Au départ, Ford payait ces gens tellement mal. Alors, tout au départ, son sujet, c'était de se débarrasser des mécaniciens. Quand il a commencé, un mécanicien, c'était quelqu'un qui était payé extrêmement cher, qui était un artisan, qui construisait quasiment de ses mains une voiture. Ça mettait, je crois qu'il fallait 3000 heures de travail pour faire une voiture, de travail humain, alors qu'aujourd'hui, on est en dessous de 100 heures. Du coup, pour se débarrasser de ces artisans qui étaient très chers, très syndiqués, très rares et très exigeants, eh bien, il a eu, avec le secours de Taylor, l'idée de finalement confisquer le savoir et l'encapsuler dans l'organisation du travail pour pouvoir embaucher en fait des gens très peu qualifiés, très peu chers, qui étaient les paysans qui arrivaient d'Irlande, qui étaient illettrés, affamés, prêts à bosser pour rien du tout. Si ce n'est que son modèle avait quand même une limite, puisque très très vite, il est arrivé à un stade où le turnover moyen, il s'exprimait plus en pourcentage, il s'exprimait en durée, c'est-à-dire que les gens restaient en moyenne 3 semaines. Il fallait recruter la même personne pour occuper un poste de travail, je ne sais plus combien, 40 fois dans l'année, pour arriver à assurer le poste. Et donc finalement, tous les gains d'efficience qu'il y avait, ou les gains économiques qu'il pouvait avoir à employer des gens pas chers, il le reperdaient à devoir en permanence reformer les gens et les re-recruter. Donc, on voit bien que dès l'origine, il y a cette espèce de tension à gérer entre l'exigence de résultats très court terme et l'exigence de pérennité qui nécessite aussi de prendre soin des gens. Et donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, oui, bien sûr, on va vouloir et attendre du manager qu'il investisse dans les compétences des collaborateurs, qu'il s'intéresse à leur motivation, qu'ils s'assurent qu'ils comprennent le sens de leur travail et qu'ils soient en capacité de prendre des décisions en autonomie et de grandir et d'améliorer leurs compétences, mais parce que l'objectif et la finalité, c'est bien de construire du résultat. Et c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai également dans l'hôpital, c'est vrai également dans une association. Une association, elle vit des moyens qui lui sont donnés par des subventions, par des donateurs, et son enjeu à elle, c'est d'augmenter son impact social, qu'elle soit Amnesty, MSF ou autre, en coûtant toujours moins cher à ses donateurs, ou en tout cas en ayant toujours le meilleur taux de transfert des dons qui lui sont faits en résultats sociaux. Alors, avec ce très long préambule, vous êtes en droit de me dire, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Puisque moi, mon chef, c'est un gros con. Eh bien, en fait, tout à l'heure, on le voyait avec l'histoire de est-ce que mon chef est bon, pour s'engueuler avec quelqu'un, il faut être deux. Et donc, on va commencer par s'intéresser à nous en tant que manager. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Eh bien, je crois que la première chose qu'on peut faire, c'est dans une logique très agile, d'arrêter de se plaindre et d'arrêter de se battre contre des contraintes et ce qui est, et puis d'aller réinvestir sa puissance, sa zone d'action. Donc, votre chef est un con, soit, c'est pas complètement certain, on y reviendra tout à l'heure, mais même en admettant que ça soit vrai, ça vous oblige pas à rentrer dans son jeu et à être aussi conclu. Et de toute façon, le fait qu'il soit un con n'est pas une excuse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'obliger à changer. Vous êtes du coup en situation de devoir faire avec. Et comme vous ne pouvez pas l'obliger l'autre à changer, ce que vous pouvez faire, c'est changer ce que vous faites. Et avec peut-être l'espoir que vous avez influencé ce qu'il fait. Si certains d'entre vous ont assisté ce matin à la conférence de Sophie sur entreprise agile, entreprise durable, Sophie expliquait que dans les clés d'agilité, nous on aime bien jouer avec les 3 boutons de la console de jeu, là, le rond, le triangle, le carré. Le rond, ce sont les cercles de Covey. L'autre est un con, est en plein dans la zone de préoccupation. Les choses dont on parle beaucoup, qui nous font souci, mais sur lesquelles on ne peut pas agir.
et on va revenir dans notre zone de contrôle ou d'influence. La zone de contrôle, c'est ce qu'on fait. La zone d'influence, c'est éventuellement les interactions ou les relations qu'on a avec notre chef. On peut changer ce qu'on fait pour essayer d'avoir une meilleure relation avec lui. Et pour avoir une meilleure relation avec lui, la première chose que je peux faire, c'est d'être beaucoup plus clair sur ce dont moi j'ai besoin et de le rendre compréhensible par l'autre. Parce que pour m'essayer au management depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, je vous garantis qu'on n'est pas fourni avec le manuel et qu'il y a vraiment des gens où à un moment j'ai compris comment il fonctionnait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah, c'est ça en fait. Mais alors, parfois ça m'avait mis 6 mois ou 1 an d'arriver à comprendre pourquoi cette personne se comportait comme elle. Je vous passe les qualificatifs dont je l'avais pu l'affubler entre les deux. Parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes modes de fonctionnement. Si on prend des choses très courantes, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? La façon dont on aime digérer l'information. Moi, dans mes collègues, j'en ai qui, dont je fais partie, qui préfèrent qu'on s'assoie ou qu'on discute au téléphone et avoir une bonne explication orale qui permet de poser des questions. Inversement, j'en connais aussi certains que ça fatigue les grandes discussions et disent faites-moi un mail. Et un mail, si possible, long et détaillé. De la même façon, quand il s'agit de réagir ou de passer à l'action, eh bien, certains vont vouloir prendre le temps de réfléchir et décider demain ou après-demain en ayant bien tout analysé, alors que d'autres, dont j'ai plutôt tendance à faire partie, vont réagir à l'instinct et décider à chaud. De la même façon, face à un problème, je vais vouloir réfléchir seul ou je vais vouloir en discuter en groupe. Avec mes collègues, je préfère parler de tout et leur raconter mes vacances, mes soucis avec mon fils, etc. Ou au contraire, être extrêmement boulot-boulot. J'ai une de mes collègues qui, quand elle est arrivée chez Good, je fais un entretien d'accueil et moi j'ai plutôt tendance à évoquer aussi des sujets personnels aussi bien que professionnels et j'aime bien en savoir plus sur les gens. Donc je me présente, j'explique un peu mon parcours, ma situation de famille, mes hobbies, mes passions, mes modes de fonctionnement et puis je lui demande et d'un seul coup elle se raidit, elle me dit non mais là c'est le genre de question qui me met très mal à l'aise. Ah, c'était bien qu'elle me le dise parce que c'est quelqu'un qui a une bonne expérience professionnelle et une grande maturité, mais effectivement, avec un collaborateur beaucoup plus jeune, j'aurais pu avoir quelqu'un qui se met en blocage et qui va filtrer énormément d'informations parce que il n'a pas su me dire que lui, ça le mettait mal à l'aise de parler de choses qui sont pas du boulot et qu'il préférait rester sur un terrain extrêmement neutre. En ce moment, la question, ça m'amuse beaucoup de voir ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est la réouverture du bureau, et ceux qui, au contraire, se disent c'était bien, moi j'aimais bien travailler à la maison, tranquille, être posé, avoir ma petite organisation, pas être dérangé, et qui préfèrent télétravailler. Et le gros danger, c'est que évidemment, on est tous différents, mais ça veut dire que vous êtes forcément différent de votre chef. Et que avec un peu de chance, il se pose la question, mais très souvent, ce qui va vous faire percevoir votre chef comme pas très bon, ça va être que lui décide à chaud, a besoin d'une explication orale et réfléchit tout seul, parle de tout et aime bien venir au bureau et que du coup, vous dites mais c'est n'importe quoi, il réfléchit pas, il nous envoie des messages complètement lapidaires, on n'a pas de traces, c'est complètement déstructuré. C'est pas un mauvais chef, c'est simplement un chef qui fonctionne pas du tout comme vous. Deuxième sujet, c'est celui des facteurs de motivation. Parce que très souvent, et à tort, on va croire que le sujet, ça me fait toujours marrer, moi je demande aux managers, quand je les ai en formation, je dis, si vous avez un collaborateur qui est pas très motivé, qu'est-ce que vous avez activé comme levier? Et un des premiers sujets qui revient, c'est une augmentation ou une prime ou un truc.
En fait, on sait depuis les années 60, je vous ai mis en petite note, Herzberg, la théorie des deux facteurs. Alors, c'est deux choses différentes. La théorie des deux facteurs, c'est MacGregor, la fameuse théorie des X et des Y, qui a donné la génération Y quand ça a été réapproprié il y a quelques années. Et Herzberg, lui, il parle des facteurs d'hygiène et des facteurs de motivation. C'est très proche. Il montre que il y a un certain nombre de facteurs qu'on associe à tort à de la motivation, mais qui sont en fait des facteurs de démotivation. C'est-à-dire que si je n'ai pas le sentiment d'avoir des conditions correctes de sécurité, de statut, de confort, d'argent et de choses comme ça, je vais être démotivé parce que je vais avoir l'impression soit de me mettre en danger, soit de ne pas travailler dans des conditions dignes du travail que j'effectue. Mais augmenter ces leviers ou ces facteurs quand ils sont suffisamment couverts ne joue pas sur la motivation. Sur l'argent, on a parfois du mal à le comprendre, mais c'est beaucoup plus évident quand on le voit sur la sécurité. C'est-à-dire que si vous travaillez comme journaliste chez Charlie Hebdo après les attentats, et que il y a personne qui garde la porte de l'immeuble, ça va être difficile de vous concentrer sur le travail, d'avoir un grand kiff à aller au boulot, alors même que vous vous sentez en danger. Inversement, si vous travaillez dans une entreprise, je sais pas, comme Good, dans des locaux, et que vous ne ressentez pas du tout un sentiment de danger physique quand vous venez au travail, rajouter des gardes à l'entrée, des protocoles de sécurité et des portiques, non seulement va pas augmenter votre motivation, mais même ça va vous pourrir la vie. Le sujet de l'argent, c'est exactement le même, si ce n'est qu'il est plus pernicieux, parce que l'argent, c'est parfois un proxy pour autre chose. C'est-à-dire que c'est pas d'argent dont j'ai besoin, c'est de reconnaissance, c'est de réussite, c'est de statut, c'est du sentiment d'être important et de compter pour l'autre. Mais justement, ce qui va être intéressant, ça va être plutôt de s'intéresser à ce qu'il y a en dessous, parce que si vous, en tant que collaborateur, vous ne savez pas faire mieux que, vous ne savez pas exprimer ce que vous recherchez, ou que vous ne savez pas faire mieux que de le traduire en demande d'augmentation, vous allez peut-être, dans le meilleur des cas, obtenir une augmentation et vous serez content quelques mois. Et puis, comme disait un auteur un peu comique là, qui fait des petits bouquins rigolos sur le management, qui s'appelle Jeffrey Fox, c'était la loi de Fox. Il disait attention, une augmentation, c'est une augmentation le premier mois, ensuite ça devient votre salaire. Eh bien, cette petite piqûre de motivation supplémentaire, elle va perdre son effet extrêmement vite. Et si vous êtes manager de l'autre côté, eh bien du coup, ça veut dire que vous allez devoir remettre au pot tout le temps. Et puis, si vous l'obtenez pas, vous allez être déçu de ne pas l'avoir obtenu, donc ça sera pas super bon pour votre motivation. J'ai eu un collègue au début de ma carrière qui effectivement avait un énorme besoin de reconnaissance de statut et avec un patron qui ne comprenait pas ça. Et donc à chaque fois qu'il venait le voir, il repartait avec une augmentation. Alors évidemment, il n'allait pas dire non à son augmentation, mais plus le temps passait, plus il était exaspéré d'être enfermé dans ce job où il était super bien payé, mais où il n'obtenait toujours pas la reconnaissance, l'accès au pouvoir, le sentiment de pouvoir influencer son destin, qui était ce qui le motivait réellement. Parce qu'effectivement, les facteurs de motivation, alors il y a des dizaines d'auteurs, Abraham Maslow, Herzberg, MacGregor, Ryan et Deci, pour les plus connus, qui ont travaillé sur les différents facteurs. Si ça vous amuse, vous pourrez retourner voir, on le mettra dans les commentaires en dessous de la vidéo, la vidéo YouTube qu'on utilise beaucoup en formation, qui est une animation sur la base d'une conférence de Dan Pink, dont le bouquin La vérité sur ce qui nous motive fait une synthèse de tous ces travaux. Donc les vrais facteurs de motivation, ça va être ce qui me motive dans le boulot, c'est le fait d'avoir de l'impact, de l'influence, que mes idées sont prises en compte, ou que je me dépasse constamment, j'ai du challenge, et du coup il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment bien franchir des échelons et avoir le sentiment de faire toujours un peu plus.
Certains sont très motivés par le sentiment de contribuer à faire qu'on fait un boulot propre et carré, qu'on fait du bon boulot. D'autres, ça va être le fait de travailler en équipe, d'avoir un collectif, de bien s'entendre. Ce qui est très intéressant, c'est que ces facteurs-là, si vous savez les reconnaître chez vous, vous pouvez les expliquer à votre chef. Et donc, vous pouvez l'aider à vous manager correctement. Lui dire, bah, tiens, moi, ce qui est important pour moi, c'est effectivement de toujours apprendre, de grandir, de nourrir ma curiosité, de faire des choses nouvelles. Or, si tu me mets sur ce job-là, je vais mourir d'ennui. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes manager, eh bien, l'expérience prouve, je l'ai fait 10 fois dans des groupes de formation, dans des écoles de commerce où j'ai donné des cours. Vous prenez un groupe de 30, 50, 60 personnes, vous faites travailler chacun sur ses facteurs de motivation. À la fin, tous sont représentés dans le groupe et personne n'a exactement les mêmes. Éventuellement, dans une entreprise ou dans un métier, il y a des facteurs qui sont plus présents que d'autres. Hein, effectivement, on peut imaginer que dans les gens qui choisissent une profession de soins, il y a certains facteurs qui sont plus présents que ceux qui choisissent une profession de chiffres et de travail solitaire. Mais globalement, même au sein d'une population qui a des facteurs communs assez forts, il y a encore des variantes, au moins sur les facteurs secondaires, qui vont permettre effectivement à chacun, et donc à vous, si vous êtes dans votre équipe, de vous porter volontaire pour faire les choses qui ont du sens, de la valeur pour vous, et qui vont vous permettre de garder cette motivation semaine après semaine. Parce que le sujet, je le disais tout à l'heure, c'est que le manager, il est là pour qu'on obtienne du résultat, pas pour que vous soyez heureux. Donc si vous trouvez le moyen de contribuer au résultat en faisant quelque chose qui vous motive, eh bien le job sera quand même beaucoup plus intéressant. Et la motivation, elle n'est pas toujours là où on croit. Moi, j'ai complètement stupéfait mon lieutenant. Alors, je fais partie d'une génération où on faisait encore son service militaire. J'ai fait mon service militaire dans les forces françaises en Allemagne. Donc, dans les trucs de troufion de base, même si j'étais dans les essences. Et donc, on avait, par rotation par semaine, chaque chambré avait effectivement un certain nombre de TIG, de travaux d'intérêt généraux à accomplir. Et mon lieutenant avait une vision très démocratique du système, et donc il y avait nettoyer le sol, nettoyer les chiottes, nettoyer les chambres, etc. Chacun avait son tour de corvée de chiottes, de corvée de couloir, chaque semaine. Et il a eu beaucoup de mal à comprendre quand je suis allé voir et je lui ai dit, écoutez mon lieutenant, je préférerais être systématiquement de corvée de chiottes. C'est un truc qui rentrait pas du tout dans son modèle. Et à l'époque, j'avais pas encore toutes les clés pour comprendre ça, mais par contre, je savais exactement ce que je voulais pas voir. C'est-à-dire, je voulais pas voir un de mes camarade de chambrée nettoyer les lavabos avec la même serpillière qu'il avait utilisée pour nettoyer le sol et la cuvette des toilettes successivement, sans jamais lâcher le balai pour surtout pas toucher les choses. Et donc, moi, c'était plus important pour moi. Je trouve, j'avais pas un amour démesuré de la corvée de chiottes, hein, soyez tranquilles. Je suis pas maso et c'est pas un truc très agréable. Mais dans mon échelle de valeur, c'était plus important de me dire que ça avait été proprement fait, bien fait, que c'était clean et désinfecté, plutôt que de me dire que c'était équitable et que c'était chacun son tour. Eh bien, cette petite histoire, elle illustre que peut-être de façon exagérée, mais quelque chose qui est une vraie réalité de l'entreprise. Quand je fais des formations en management, j'ai souvent je demande aux gens leurs questions au début du stage. Et une des questions sur le chapitre de la motivation, c'est comment motiver les gens pour les tâches ingrates. Et en fait, c'est rien que de poser le problème comme ça, c'est un échec. C'est-à-dire, motiver les gens. Je peux pas ouvrir leur tête et leur dire, tiens, ça, c'est motivant. Donc, il va falloir que j'aille trouver
comment eux ils sont motivés, qu'est-ce qui intrinsèquement est un truc motivant pour eux. Et d'autre part, il y a l'idée qu'il y a des tâches ingrates. Non, les tâches ingrates par définition, c'est celles que moi je trouve ingrates, mais elles sont peut-être pas ingrates pour les autres, ou en tout cas peut-être pas dans les mêmes proportions comme j'essayais de l'illustrer ici. Et du coup, si je suis chef, je vais passer un peu vite parce que je vois qu'il est tard. Si je suis chef, effectivement, ce que je peux avoir en tête, c'est de me dire, ok, donc si je suis collaborateur, je peux essayer d'expliquer mes modes de fonctionnement et mes attentes ou mes éléments de motivation à mon chef et essayer de proposer de gagner ou de me positionner plutôt sur des missions ou sur des modalités de mission qui ont du sens pour moi et qui sont des choses dans lesquelles je vais m'épanouir. Si je suis chef, je peux garder aussi ce modèle-là en tête de l'autre côté. Alors je suis désolé, j'ai cafouillé dans mes animations, ça s'affiche dans un ordre un peu bizarre, mais qui est la matrice de Karasek, qui invite à regarder la délégation ou le management sur deux axes. Un axe qui est celui de l'autonomie et celui de l'exigence, chacune d'entre elles pouvant être faible ou forte. Qu'on pourrait à tort croire opposées, alors qu'en fait ce sont deux dimensions complètement différentes. Donc on peut avoir un style de management qui met très peu d'exigence et très peu d'autonomie, auquel cas je vais avoir des gens qui sont des robots, c'est-à-dire et qui vont être complètement passifs, qui vont attendre que je leur dise quoi faire. Inversement, je peux avoir des gens qui ont une grande autonomie, à qui je laisse une très grande autonomie, mais sur lesquels je mets très peu d'exigences. Et dans ces cas-là, je vais pas les animer, ils vont pas être mis en tension, il n'y a rien qui va les tirer vers l'avant, l'activité, le plus, la croissance, et ça va être extrêmement démotivant. La matrice de Karasek, elle va c'est une matrice qui est utilisée dans les risques psychosociaux parce que justement, ce qu'on voit, c'est que il y a un axe comme ça qui va vers la souffrance et vers le burn-out, qui est finalement une mauvaise adéquation entre l'autonomie que je donne aux gens. C'est-à-dire, soit je suis dans le cadre en haut, ça veut dire tu mets indifférent, fais ce que tu veux, j'ai pas d'exigence et tu peux faire ce que tu veux. C'est très 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 démotivant, c'est très négatif, ça attaque la valeur de la personne. Et puis à l'autre extrémité, je vais avoir une très grosse exigence avec zéro autonomie. Donc là, du coup, je suis dans l'injonction contradictoire, la double contrainte. Et je vais avoir des gens, d'ailleurs, parfois les managers sont exactement dans cette situation-là, et eux vont être en très forte tension, mais dans les deux cas, en zone de souffrance. Et puis, soit j'ai de l'indifférence, mais pas d'exigence, donc en fait, j'ai un boulot alimentaire et je vais faire autre chose à côté, je vais m'évanouir à côté. Ou alors, effectivement, je vais avoir un manager qui augmente son exigence tout en augmentant ma zone d'autonomie, c'est-à-dire qu'il va me faire confiance, me donner de la place pour impacter mon travail, mais en même temps être très cadrant sur notamment la qualité, la démarche, les actions qui sont attendues. Et là, je vais pouvoir me développer. Et donc, moi, si je suis manager, je peux avoir conscience de ça et essayer d'emmener les gens à la fois vers l'autonomie et vers l'exigence. Et si je suis manager, je peux me poser la question dans quel cadran je suis et comment est-ce que je peux faire comprendre à mon chef, lui exprimer mon besoin de plus de cadre, mon besoin de plus d'autonomie pour retrouver un espace de développement dans mon boulot. Alors tout à l'heure, je disais qu'il fallait être deux pour s'engueuler. On a regardé le côté du collaborateur, on peut regarder le côté du chef. J'aime beaucoup j'avais piqué cette phrase dans une conférence de Fabien Deloche que vous pouvez retrouver sur YouTube, prof de management à Grenoble et en Suisse, à Genève, je crois. Ce sont rarement les gens bien dans leur basket qui font chier les autres. Et donc, effectivement, contrairement à ce que certains chefs peuvent laisser penser, s'ils vous pourrissent la vie,
c'est pas pour le plaisir de vous pourrir la vie. Il a nettement plein d'autres trucs pour kiffer dans sa vie, ou alors c'est un malade pathologique, ça existe de temps en temps, mais ça reste une minorité des chefs. Et donc, s'il vous pourrit la vie, c'est que en fait, c'est sa stratégie, aussi foireuse soit-elle, pour essayer de répondre à ses propres besoins. Et donc, la seule tactique pour vous pour en sortir, c'est d'arriver à reconnaître et à comprendre ses besoins de façon à pouvoir lui proposer une autre réponse qui soit plus compatible pour vous et qui soit satisfaisante pour lui. Parce que de toute façon, lui, il a la pression, on l'attend sur les résultats, et donc il vous lâchera pas quoi qu'il arrive. Hein, c'était le petit rappel, je vous ai pas besoin de le repenser. Et donc là, il y a un truc. Tout à l'heure, je vous ai montré que vous n'êtes pas fourni avec le manuel et que vous n'avez pas forcément les mêmes modes de fonctionnement ou les mêmes facteurs de motivation que votre chef. Eh ben, c'est pareil pour lui. Et Cédric Vatine, je vous en parlais avec ses podcasts, a une allégorie, une métaphore que j'adore. Il dit, ben, si vous allez en Angleterre et que vous voulez commander un burger, c'est quand même plus simple d'apprendre à commander un burger en anglais que de traverser toute l'Angleterre à la recherche d'un McDo où les mecs parlent français. Eh bien, donc, votre chef ne pense pas comme vous, il ne parle pas comme vous, il n'a pas les mêmes facteurs de motivation, il n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, et donc si il n'est pas assez conscient de ça pour s'adapter à vous, eh bien il va falloir que vous vous adaptiez à lui et que vous appreniez à reconnaître ses modes de fonctionnement et à parler dans sa langue à lui. Une façon de le faire, ça peut être d'utiliser un modèle. Il y en a plein, on va les voir après, mais typiquement, il y en a un qui est très simple, qui coupe le monde en 4 cadrans selon un axe. À quoi je m'intéresse ou qu'est-ce que je regarde en priorité? Est-ce que je regarde en priorité les actions et le travail, ou est-ce que je regarde en priorité les personnes et les relations que j'ai avec elles? Quand il s'intéresse à une situation, votre chef, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? La deuxième chose, c'est est-ce qu'il aime plutôt prendre le temps et s'immerger dans le système, le comprendre, voir comment c'est avant d'agir, ou est-ce qu'il préfère prendre le lead et donc plutôt commencer par agir sur le système pour le comprendre? Ça découpe le monde en 4 cadrans, c'est toujours une hyper simplification, mais dans ce modèle qui s'appelle le disque, ça va faire émerger du coup 4 grands profils ou plutôt des préférences de mode d'interaction avec l'autre, dans le travail en tout cas, qui peuvent être un mode de fonctionnement dominant, et un dominant, ce qu'il aime, c'est décider. Il aime décider simplement entre des choix relativement binaires. Chef, est-ce qu'on fait plutôt A ou plutôt B? Vous avez l'influent. L'influent, ce qu'il aime, c'est briller, exister, qu'on s'intéresse à lui, mais ce qu'il aime aussi, c'est que ça soit nouveau, que ça soit curieux, que ça soit intéressant, que ça se renouvelle. Et donc, si vous voulez interagir avec lui, il va falloir nouer des discussions. Il a besoin de participer pour pouvoir trouver sa place, se sentir reconnu et utile. Le stable s'intéresse aux relations et donc ce qui va être important pour lui, c'est est-ce que la place de chacun est claire? Est-ce qu'on a bien clarifié? Est-ce que les relations entre chacun sont bien prises en compte et comme son nom l'indique, stable? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre du danger en perturbant tout? Et puis, le consciencieux aime bien tout analyser pour être sûr de prendre la bonne décision. Donc, si votre profil à vous est plutôt dominant, vous aimez bien faire des choix, vous allez avoir tendance spontanément à aller voir votre chef en lui disant « Chef, est-ce qu'on fait A ou B ?» Si votre chef est consciencieux, il peut pas vous répondre. Lui, il a besoin que vous lui donniez tous les faits pour pouvoir tous les analyser et dire « Écoute, à mon avis, j'ai tout analysé compte tenu de ci, ça, bidule, machin, truc, etc. » Pour les repérer, c'est très facile. Vous pouvez regarder comment ils se comportent et comment ils communiquent. Le consciencieux, il vous fait un mail où il commence par vous expliquer toute la data et à la fin, il vous donne cette conclusion.
Le dominant, il commence par vous donner sa conclusion. L'influent, il va vous dire, tiens, il va venir vous en parler en live. Hein, et le stable, il va discuter avec chacune des personnes pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle trouve sa place et comment elle verrait les choses. Oui, consciencieux, il fonctionne avec un algorithme, il aime bien suivre toute la data. Attention, il y a un petit détrompeur, j'ai mis du temps avec certains consciencieux à les reconnaître. Certains consciencieux sont des gens très carrés, tout organisés, tout machin. D'autres sont extrêmement bordéliques. En fait, ça relève de la même chose qu'est le besoin d'avoir tout analysé. Donc après, certains ont tout analysé en ayant tout rangé, d'autres ont tout analysé en ayant tout étalé sur le bureau pour avoir tout à dispo tout le temps. Je suis dans cela. Voilà, ça c'est mon profil typiquement. Alors on n'est évidemment jamais que l'un ou que l'autre et on va avoir plutôt des tendances à aller plutôt dans un secteur ou dans l'autre. Voilà, moi j'ai une grosse zone de préférence I et avec une préférence secondaire très consciencieuse. Effectivement, quand je doute, je vais avoir besoin d'analyser tout et de rentrer dans les détails pour comprendre et savoir ce qui me paraît être la meilleure solution. Si vous arrivez derrière moi en m'expliquant, en me donnant directement un choix binaire, je sais pas décider. C'est incapable. J'en suis incapable. Alors le disque est un modèle, c'est un modèle extrêmement simple. C'est pour ça que je l'ai mis en avant ici parce qu'il se comprend assez vite. Mais en fait, on s'en fiche. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Il y en a plein. Hein, la ProcessCom, l'énéagramme, pardon. Le MBTI, les Big Five, le test SIA, j'en passe les meilleurs. Ils ont tous en commun pratiquement d'avoir des cercles et des couleurs. Il y a bien quelqu'un qui a dû faire une représentation du MBTI en cercle sûrement, ça doit correspondre à un besoin général. Peu importe, parce qu'en fait le sujet c'est pas d'analyser l'autre et de dire ah il est comme ça, il va se comporter comme ça. Le truc clé c'est de retenir qu'il n'est pas comme vous et que donc si vous voulez communiquer avec lui, il faut parler sa langue. Donc, repérez comment il fonctionne, essayez de vous adapter à son mode de fonctionnement. Si lui, il aime bien réfléchir et revenir le lendemain, lui demandez pas une décision à chaud. Faites-lui un brief ou un topo et demandez-lui si on peut se reparler vendredi pour avoir son avis. S'il aime décider, trancher, etc., ne lui faites pas tout l'historique du mouvement et lui expliquez pas toutes les données. Arrivez directement à la conclusion. On a fait l'analyse. Il y a deux choix. A, ça a telle conséquence, tel avantage. B, ça a tel impact, telle conséquence, tel inconvénient. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Il va être ravi. Il va adorer travailler avec vous. Il va vous confier plus de missions. Et d'un seul coup, vous allez trouver que c'est un bien meilleur chef. Alors, c'est pas une garantie de réussite à tout coup. J'ai trouvé en cherchant un jour sur les histoires de communication cette petite vidéo que j'ai montée pour l'accélérer un peu parce qu'elle est longue, mais je l'ai trouvée assez extraordinaire. Donc c'est lors d'une formation, manifestement en Inde. C'est assez simple. Chacun a une consigne qu'il doit transmettre à son voisin uniquement par le mime. Je l'accélère parce qu'ils sont nombreux. Hein. Alors là, j'ai ralenti parce que c'est le moment clé.
Alors, évidemment, c'est caricatural. Évidemment, c'est marrant. C'est beaucoup moins marrant si vous imaginez que, en fait, le gars au départ est, par exemple, le patron de l'entreprise qui explique sa stratégie et que le gars au bout est celui qui, dans le bureau de Bangalore, est en train d'essayer de la mettre en œuvre. Et on voit très très bien au travers de cette réplication des gestes comment cette communication dysfonctionne au fur et à mesure des passages de relais. Donc, pardon, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je passe à la slide suivante. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir expliqué les choses à votre chef. Il ne suffit pas de lui avoir dit une fois ou deux que vous aviez besoin de plus de calme ou que vous souhaiteriez avoir plus d'autonomie. Il va falloir et réciproquement, ça veut dire que c'est pas parce qu'il vous a dit un truc et que vous pensez l'avoir compris que c'est ça qu'il avait l'intention de vous faire passer comme message. Et du coup, la deuxième clé, après avoir essayé d'apprendre l'anglais et de parler dans le langage de votre chef, ça va être d'aller revérifier. À chaque fois que vous avez le sentiment que ça se passe pas bien avec votre chef, allez poser la question. J'ai un ancien collaborateur qui avait à une époque souvent des difficultés relationnelles avec les clients dans ses missions. Et je me souviens très bien du moment où je lui ai appris un truc tout bête. Je lui ai dit, la première semaine, tous les jours, tu vas voir ton client et tu lui demandes, OK, est-ce que aujourd'hui je suis là où tu m'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je change ou que j'ajuste dans mon travail ou dans ma posture? À la fin de la première semaine, tu fais ça une fois par semaine. À la fin du premier mois, tu fais ça une fois par mois et tu gardes ça jusqu'à la fin de ta mission. Ça a réglé 99% de ces problèmes relationnels. Parce que simplement, au lieu de se faire des films sur l'autre attend ça de moi, et puis alors, du coup, ce matin, il a l'air de faire la gueule, oh là là, du coup, c'est pas bon, alors je me mets en mode et je commence à mouliner du chapeau et à faire n'importe quoi, allez poser la question. Et si ça se trouve, ce matin, il fait la gueule parce que quelqu'un lui a rayé sa bagnole, ça n'a rien à voir avec votre boulot. Ou alors, effectivement, il y a un truc que vous aviez mal compris ou qu'il avait mal expliqué et vous allez lui donner une chance de le reclarifier. Et la petite astuce, c'est dans la formule, c'est pas qu'est-ce que tu penses de mon management, c'est qu'est-ce que je peux faire mieux, différemment, plus pour que notre relation soit productive. Et si vous êtes chef, eh bien, de la même façon, si vous êtes chef, si votre collaborateur ne fait pas ce que vous attendez de lui, eh bien, dites-le lui. Et dites-lui ce que vous le voyez faire, dites-lui pourquoi ça ne convient pas, et dites-lui ce que vous voudriez qu'il fasse à la place. C'est le feedback. Je vais pas vous faire un cours ici sur le feedback. D'ailleurs, je ferai sans doute un sujet là-dessus. Sinon, je vous renvoie très nettement à outildumanager.com. Cédric Vatine a développé plein de contenus, de vidéos, de formations, de podcasts sur le sujet du feedback. Ma conclusion, ça sera que finalement, le vrai sujet pour avoir des bonnes relations, et si votre chef est pourri, mais c'est vrai, si votre chef est pourri, mais si votre relation avec votre belle-mère est pourrie, si votre relation avec vos collègues ou vos voisins sont pourris, dire que le problème c'est eux ne vous ouvre aucune voie pour améliorer la situation. Peut-être déménager pour changer de voisin, mais la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est vous et ce que vous faites. Donc, cessez de vous poser des questions sur l'autre, cessez aussi de vous comparer aux autres. Tout ça, c'est stérile, vous ne changerez pas les autres. Par contre, vous pouvez changer vos actions et commencer à améliorer votre propre situation en rendant plus compréhensibles vos besoins et en essayant de comprendre et de reconnaître ceux des autres.